Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. Merci infiniment Michel pour cette très belle introduction. Merci à toutes et à tous d'être à nouveau parmi nous ce soir pour cette proposition de Racine de Ciel. François-Henri Désérable, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, une petite bio, quelques lignes de présentation. Natif d'Amiens, vous avez passé la majeure partie de votre enfance et de votre adolescence en Picardie. Votre famille maternelle a des origines vénitiennes. Votre grand-père était gondolier. C'est déjà une incitation au voyage et un point de départ romanesque. Nous y reviendrons peut-être. Passionné par le hockey sur glace, comme votre père, membre éminent du club des Gothiques d'Amiens, qui vous a initié très tôt à ce sport, vous partez aux États-Unis à 15 ans pour y perfectionner votre pratique. 3 ans plus tard, à 18 ans, vous devenez joueur professionnel. C'est à cette même période que vous commencez à écrire, avec succès. Votre premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, un recueil de nouvelles publié en 2013 chez Gallimard, remporte plusieurs prix, dont celui de la vocation. En 2015, paraît Évariste, biographie romancée du mathématicien prodige Évariste Galois. Puis, en 2017, toujours chez Gallimard, un certain Monsieur Picquelny, qui nous emmène sur les traces du personnage éponyme croisé dans La promesse de l'aube de Romain Gary. En 2021, votre 3e roman, Mon maître et mon vainqueur, reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française. Nous allons évoquer ce soir votre dernier livre, L'usure d'un monde, qui vient tout juste de paraître chez Gallimard. Vous y racontez votre traversée de l'Iran pendant 40 jours, à la fin de l'année 2022, au plus fort du mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Son titre rappelle celui de l'œuvre culte de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, récit de voyage paru en 1963, auquel vous faites référence dans ce texte, puisque vous suivez ses pas à plus de 50 ans d'intervalle. Alors, une toute première question. À ce propos, justement, Nicolas Bouvier a dit, je le cite, « Moi, c'est la lecture qui m'a mis sur les routes. » En l'occurrence, ici, c'est bien la lecture de son livre, devenu votre Bible, qui vous a mis sur les routes iraniennes. Oui, merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation, Michel. Je suis très heureux d'être ici. C'est la première rencontre que je fais autour de ce livre, autour de l'usure d'un monde, qui renvoie évidemment à L'usage du monde de Nicolas Bouvier, livre paru en 1963, récit d'un voyage fait 10 ans plus tôt avec un de ses amis, Thierry Vernet. Je vais recontextualiser un petit peu, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Nicolas Bouvier. C'est un Genevois, il a 24 ans lorsqu'il décide de faire un long voyage avec son ami peintre Thierry Vernet. Ils partent de Belgrade en Fiat Topolino, ils traversent ensemble la Yougoslavie, ils traversent la Turquie, ils passent 6 mois à Tabriz en Iran, en Azerbaïdjan, et ils traversent ensuite l'Iran jusqu'au Baloutchistan, donc à la frontière pakistanaise. Ils font une petite boucle par le Pakistan, par Quetta, et ils terminent un an et demi après le début de leur voyage à Kaboul, en Afghanistan. Et ensuite, ils se séparent. Vernet rejoint sa femme en Inde. Bouvier lui-même poursuit son chemin seul et il va passer ensuite du temps au Sri Lanka, qui à l'époque s'appelait Ceylan, et il en a tiré un autre très beau récit de voyage qui s'appelle Le Poisson Scorpion. Et moi j'ai lu L'usage du monde à l'âge de 25 ans à peu près, et ça a été un très très grand... il y a quelques livres comme ça qui sont de très grands moments dans notre vie de lecteur. Et lorsque j'ai ouvert les premières pages de L'usage du monde, ça a été vraiment une déflagration de voir cette langue de Bouvier. Je crois que dès la 2e page, Bouvier écrit, il explique son voyage et il dit « Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir.
C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. En vérité, on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Et moi, je lis cette page de l'usage du monde et tout le livre est du même tonneau, comme ça. C'est une écriture que j'ai trouvée absolument sublime. Et je me suis promis de partir un jour sur ces traces, de refaire le même périple. Et un jour, quelques années plus tard, je me retrouve à Genève, à côté de Genève, à Colonie, en banlieue de Genève. Et je vais sur la tombe de Nicolas Bouvier. Et il y avait quelqu'un qui avait posé une petite Fiat Topolino en fer blanc. Et à côté, il y avait un galet. Et un admirateur ou une admiratrice avait noté « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel ». Et c'est ce jour-là que je me suis dit, bon, vraiment, là, il va falloir que je parte sur ces traces. Et j'ai décidé au départ, je devais faire ce voyage en début 2020, et puis il y a eu le Covid. J'ai ajourné ce voyage et j'ai décidé de le faire fin 2022. Et la richesse de votre récit, c'est le dialogue que vous nouez entre votre récit et celui de Nicolas Bouvier, puisque vous reproduisez le même itinéraire et vous suivez ses traces. Et ce qui frappe le lecteur, c'est le décalage parfois, 68 ans après le passage de Bouvier, le vôtre, la réalité qui forcément varie ou alors se maintient, notamment à Chiraz, la vie des poètes, où Nicolas Bouvier l'a dépeint comme silencieuse, très spirituelle, et vous arrivez dans un vacarme assourdissant de voitures avec une voirie assez dense. Est-ce que justement le fait d'opposer quelque part la lecture que vous avez fait de ce voyage et le produire réellement et l'observer 68 ans après, quel effet ça vous a fait? Bouvier à Chiraz parle notamment du vin qu'on y boit et du cépage, le Syrah qui vient de Chiraz. Et moi, quand j'y suis allé 68 ans plus tard, eh bien, la consommation d'alcool était interdite. Donc la grande différence entre le voyage de Bouvier et les miens, c'est que le mien se fait sous le régime de la République islamique et le sien sous le Shah. Alors lui, il l'a fait quand même à une époque qui est assez mouvementée en Iran, qui suit la destitution de Mossadegh, qui était le premier ministre iranien à l'époque. Et il fait un peu l'économie de tout ça, c'est-à-dire qu'il ne parle pas tellement du contexte politique. Il l'effleure, mais il ne rentre pas vraiment dans les détails. Son voyage est un voyage dans la grande tradition de la découverte et de l'émerveillement. Moi, j'y vais à une période si mouvementée que je ne pouvais pas la passer sous silence. Je ne pouvais pas passer par Téhéran, par Ispahan, par Chiraz, par Tabriz, et ne parler que de la beauté des paysages, de la beauté des villes, du bleu des mosquées et des richesses des bazars. C'était pas possible. Donc oui, la différence majeure, c'est ça. Elle tient au contexte politique qui est diamétralement opposé à celui du voyage de Bouvier. La différence tient à ce contexte politique parce que sur d'autres plans, vous empruntez en quelque sorte quasiment les mêmes itinéraires et vous avez aussi cette même façon de voyager assez dépouillée. Vous partez avec un sac à dos, vous logez chez l'habitant. On a l'impression que le voyage vous porte. Et puis surtout, ce qui est frappant et ce qui constitue véritablement le fil conducteur du livre, ce sont les rencontres. Comme chez Bouvier, c'est véritablement l'humain qui définit la qualité du voyage. Et parmi ces rencontres, il y a en particulier deux figures féminines qui sont marquantes. Il y a Niloufar, que vous rencontrez à Téhéran, et Férouzé, qui ont en commun le courage, évidemment, et la peur, dont on verra dans le livre qu'elles sont en alternance dans le quotidien des Iraniens à ce moment-là. Que pouvez-vous nous dire de ces femmes ? Eh bien, donc en septembre 2022, comme vous le savez, il y a une jeune kurde de Saqqez qui est venue rendre visite à son frère à Téhéran
qui a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas son voile assez bien, en tout cas aux yeux des agents de la police des mœurs, qui, semble-t-il, a été tabassée dans le fourgon de police et qui est décédée quelques jours plus tard à l'hôpital après être tombée dans le coma. Et lors de son enterrement à Saqqez, au Kurdistan, eh bien, des gens se sont mis à crier ce slogan « Jin Jiyan Azadi » en kurde, ce qui en persan veut dire « Zan Zendegi Azadi » et en français « Femme, vie, liberté ». Et ce slogan qui aurait pu rester cantonné comme ça au cimetière d'Aïchi, à quelques kilomètres de Saqqez, au Kurdistan iranien, est passé de lèvre en lèvre à travers tout le pays. Et le nom de Mahsa Amini, qui est celui de cette jeune fille, est devenu aussi connu que je sais pas moi, que les plus grandes figures de la Perse. Et donc il y a eu, à partir de là, donc fin septembre, début octobre en Iran, des manifestations à travers tout le pays, d'une ampleur jamais vue sous la République islamique, très durement réprimée. Et moi, quand j'arrive en Iran, il y avait déjà eu 500 morts dans les manifestations. Il y avait eu 15 000 manifestants qui avaient été arrêtés et qui étaient en détention. Il y avait eu des condamnations à mort. La première exécution a eu lieu alors que j'étais en Iran, on les pend au bout d'une grue, et néanmoins le peuple continuait à défier le régime, continuait à descendre dans la rue. Et quand je dis le peuple, ce sont essentiellement des étudiants et des étudiantes. Et parmi ces étudiantes, j'en ai rencontré quelques-unes, l'une à Téhéran que j'appelle, parce qu'évidemment j'ai changé les prénoms, que j'appelle Niloufar, qui, alors qu'on se promenait un soir dans les rues de Téhéran, près de la place Englab, qui est la place de la Révolution, qui est en quelque sorte l'équivalent de la place de la République à Paris, eh bien, me dit, tu sais qu'il y a un merveilleux écho à Téhéran en ce moment. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, oui, tu vas voir. Et là, elle commence à mettre ses mains en cornée autour de sa bouche, et elle crie le plus fort qu'elle peut, elle crie « Markba dictator », ce qui veut dire « mort au dictateur ». Et je vois quelqu'un au 3e étage d'un immeuble qui ouvre sa fenêtre et qui crie « mort au dictateur ». Et une voiture passe, et la personne dans la voiture, enfin le conducteur baisse sa vitre et crie « mort au dictateur ». Et ensuite, on entend dans une rue à côté, une rue parallèle, quelqu'un qui crie « mort au dictateur ». Et j'ai compris que c'était comme ça que commençaient les manifestations en Iran. C'est quelqu'un qui élève la voix, alors une personne ou souvent un petit groupe de personnes, et ensuite on voit ce qui se passe. Parfois rien, parfois ça retombe, et puis parfois d'autres gens s'agrègent à ce petit groupe, crient ensemble, et puis ça forme un petit attroupement, et puis si l'attroupement grossit, ça fait une foule, et quand la foule se reproduit comme ça de ville en ville, eh bien ça fait un peuple. Et si le peuple, jour après jour, continue de manifester, eh bien ce sont comme des petits coups de hache qu'ils mettent comme ça dans ce bois mort, dans cet arbre pourri qui est le régime de la République islamique et qui se décompose sur pied, et qui finira bien par tomber un jour ou l'autre. Maintenant la question est à quelle échéance? Personne n'a la réponse. Les Iraniens eux-mêmes sont des pessimistes enthousiastes, c'est-à-dire qu'ils n'y croient plus, mais néanmoins, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de faire tomber ce régime. Il y a également Firouzeh, que vous rencontrez à Ispahan, lors de votre dernier jour dans la ville, et qui fustige un peu le comportement de nombreux Européens vis-à-vis d'un soutien qu'ils exhibent au peuple iranien, notamment sur les réseaux sociaux, dans la mesure où ils n'avivent pas dans leur chair, et ça questionne forcément un dilemme moral que nous traversons tous en tant qu'occidentaux qui sommes spectateurs seulement de cette situation nationale qui devient internationale, et vous opposez également à ça pour mettre en perspective sa dénonciation. Le silence qui peut être aussi un silence qui pourrait être coupable également. Donc quel regard vous portez sur cette ambivalence morale que l'on peut traverser en tant que spectateur? C'est vrai que suite à la mort de Mahsa Amini, on a vu
beaucoup de soutien dans le monde occidental, et beaucoup de femmes se coupaient une mèche de cheveux en soutien aux femmes iraniennes, et beaucoup d'entre elles ont posté des vidéos sur Instagram. Et Firouzeh, donc cette jeune fille que j'ai rencontrée à Ispahan, qui avait une vingtaine d'années, me disait avait un sentiment très ambivalent à l'égard de tout ça, parce que d'un côté, elle était très heureuse de voir que la cause iranienne était presque devenue une cause internationale, mais d'un autre, elle me disait, voilà, ça ne demande pas beaucoup de temps, il n'y a aucun risque à faire ça lorsqu'on n'est pas en Iran, et puis souvent c'est pour satisfaire une sorte de plaisir narcissique, recevoir des likes sur les réseaux sociaux, et elle brocardait surtout celles qui étaient engagées dans la publicité de leur engagement et dont on peut douter du soutien sincère, et notamment de certaines influenceuses qui se coupaient une mèche de cheveux et qui ensuite, dans une story Instagram, vraiment sans aucune transition et dans un mélange assez obscène des genres, pouvaient faire la publicité pour une marque de rouge à lèvres. Et donc, je trouvais ça tout à fait intéressant. Et moi, je me disais en même temps, je songeais au pasteur Martin Niemöller, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, disait, lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit que je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Eh bien, donc voilà, c'est difficile à trouver comme ça comment dire, ce juste milieu entre. L'important, c'est que l'engagement soit réellement sincère. Et cette Firouzeh, donc, elle était assez fascinante. Donc, elle avait 20 ans, elle était montée en haut au sommet du mont Sofé, qui est une montagne à côté d'Ispahan. Et elle voulait faire une vidéo d'elle criant des slogans, justement pour la poster sur Instagram. Ce qui est très risqué en Iran. Vous pouvez être arrêté simplement pour avoir montré votre soutien aux manifestants ou votre opposition au régime. Et néanmoins, et comme elle n'avait plus de batterie dans son portable, elle m'a demandé si moi je pouvais prendre une vidéo avec mon téléphone. Donc j'ai pris une vidéo d'elle où elle crie les slogans, notamment Zan Zendegi Azadi. Et en redescendant, en redescendant le mont Sofé, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a expliqué qu'elle était très déterminée à faire tomber ce régime, qu'elle était très impliquée dans les manifestations, qu'elle n'avait pas peur de mourir, mais qu'elle avait peur de la prison et qu'elle se préparait à la prison. Et je lui ai demandé comment, et je crois que on va terminer par la lecture de ce passage, donc je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Alors, on le voit et on l'entend, le livre se déroule dans un contexte particulièrement grave, mais ce qui est frappant, justement, et ce qui ajoute à l'intérêt de la lecture, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes cocasses dans le livre. Il y a énormément d'humour, on rit assez souvent pendant ce récit. De la première rencontre à l'auberge avec une jeune fille dont vous imaginez que vous lui plaisez, même à la scène de l'interrogatoire final, c'est toujours ponctué d'épisodes marqués par l'humour. En quoi est-ce important pour vous d'introduire toujours cette distanciation par l'humour ? Alors ça vient de mes lectures. Nicolas Bouvier, tout à l'heure, disait qu'il avait pris la route suite à ses lectures. Moi, je me suis mis à écrire simplement parce que je voulais passer mon temps à lire et être écrivain donnait une sorte de raison sociale à mes lectures. Et parmi mes écrivains préférés, écrivains et écrivaines préférés, il y a beaucoup d'écrivains qui sont drôles. Et l'un qui a été très important dans ma formation d'écrivain, c'est Romain Gary, qui lui-même était un écrivain, je pense, assez drôle, et qui considérait que l'humour était l'arme blanche des hommes désarmés, que l'humour était une déclaration de dignité, de supériorité de l'homme sur le sort qui pouvait parfois l'accabler. Et donc, depuis mon premier livre, j'essaye de faire en sorte d'avoir un regard un peu distancié, un peu ironique, de voir le cocasse des situations. Et même lorsque je suis arrêté au Kurdistan iranien
et que je suis interrogé dans un carrage qui est un centre de détention clandestin, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de voir tout le cocasse de la situation, puisque je suis interrogé par des gardiens de la Révolution qui ne parlent pas un mot d'anglais. Moi, je ne parle pas un mot de persan. Et donc, ils traduisent ils me posent leurs questions en les écrivant sur un équivalent de Google Traduction sur leur téléphone. Mais comme ils font exprès au Kurdistan de limiter la bande passante, c'est-à-dire que Internet est très lent pour que les manifestants ne puissent pas envoyer de vidéos. Bon, tout ça prend des plombes, quoi. Ils me posent leurs questions, puis ça traduit, mais de manière très lente, puis moi je tape ma réponse, de sorte que chaque question prend un quart d'heure. Donc voilà, même à un moment où finalement je suis censé avoir peur, parce que bon, il y a quand même un risque de détention arbitraire qui se posait à ce moment-là, je pouvais pas m'empêcher de me dire, quand même, si jamais il me relâche, ça va faire une bonne scène. C'est dommage, mais vraiment je me disais ça. Et en même temps, j'avais l'esprit très affûté pour essayer de répondre à leurs questions de manière à les mener en bateau le plus justement possible, parce que il fallait à tout prix d'une part qu'ils ne me considèrent pas comme un journaliste, comme quelqu'un venu faire un reportage sur ce qui se passait en Iran, parce que les journalistes sont arrêtés. Une des raisons pour lesquelles je suis parti d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait plus de journalistes, quasiment plus de journalistes en Iran, et que les journalistes iraniens qui couvraient ces événements étaient arrêtés. Il y a eu plus de 70 journalistes arrêtés depuis la mort de Mahsa Amini, et aujourd'hui 25 se trouvent encore derrière les verrous, et l'Iran, selon le dernier rapport de Reporters sans frontières, est classé 177e sur 180 pays pour la liberté de la presse. Alors, face à cette situation, la plupart d'entre nous font rapidement, en tout cas, un écho avec le régime du Shah et avec les dernières heures du régime du Shah en 78-79, avant l'avènement de la République islamique dont est issu le régime qui est contesté aujourd'hui. Et à Cachan, vous visionnez un reportage sur les déshérités du régime du Shah, donc en 79. Et dans ce reportage contient une forme de message prophétique. Il y a un Iranien qui est interrogé et qui explique de façon assez lucide, mais si le régime, si la République islamique fait la même chose que le régime du Shah, ils seront confrontés finalement à la même révolution. Comme s'il y avait une prophétie déjà 40 ans en arrière sur ce qui pourrait advenir aujourd'hui. Oui, donc le Shah est en janvier 1978 à Qom, qui est une des villes saintes de l'islam chiite, qui est peut-être le Vatican de l'islam chiite. Il y a eu des manifestations suite à un article paru dans la presse iranienne très critique à l'égard de l'ayatollah Khomeini, qui à ce moment-là était en exil en Irak, qui ensuite s'est exilé à Naufle-le-Château, mais à ce moment-là était en Irak. Et il y a eu des manifestations qui ont été très durement réprimées par le Shah. Et il y a eu des morts. Et donc les manifestations ont engendré encore, enfin les morts ont engendré encore davantage de manifestations, de 40 jours en 40 jours, parce que dans l'islam, 40 jours après la mort, on célèbre le défunt. Donc la célébration du défunt était l'occasion de nouvelles manifestations qui à nouveau étaient réprimées dans le sang, qui donnaient 40 jours plus tard de nouvelles manifestations. Et il y a eu une sorte de cycle comme ça, qui finalement, la contestation a grossi, et le Shah est tombé en janvier 1979. Khomeini est revenu d'exil, et ça a été l'avènement de la République islamique, avec notamment un référendum en mars 1979, ratifié par presque l'ensemble de la population. Donc la République islamique a été aussi porteuse d'espoir à ses débuts. D'ailleurs, certains intellectuels français, Michel Foucault par exemple, ne sont pas... ont vraiment loué Khomeini. Et donc, elle est née, cette République islamique, d'un mouvement de contestation. Elle est née des barricades, en quelque sorte. Enfin, c'était pas des barricades, mais d'un mouvement de contestation. Et comme tous les régimes nés d'un mouvement de contestation, il y a des chances qu'elle meure aussi.
d'un mouvement de contestation. C'était le cas de la monarchie de Juillet, par exemple, qui a suivi les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830, avec la chute de Charles X, qui naît des barricades et qui meurt dans les barricades en 1848. Donc il y a des parallèles comme ça à établir à presque un siècle et demi de distance et plusieurs milliers de kilomètres. Et c'est vrai que lorsque j'étais à Kashan, je visionne des reportages sur la chute du Shah, enfin sur les derniers mois du règne du Shah, et je vois à quel point on peut établir des parallèles, notamment dans le fait que le Shah accaparait une grande partie de la richesse du peuple iranien. Donc le régime du Shah était aussi un régime kleptocratique, qui volait les richesses de son pays, tout comme l'est devenue aujourd'hui la République islamique, puisque l'économie est entre les mains des gardiens de la Révolution, et le peuple iranien, lui, souffre beaucoup de la situation économique, et notamment d'une inflation qui est terrible. Et puis c'était un régime en quelque sorte aussi qui était thanatocratique, c'est-à-dire qui régnait par la mort et par la peur des mises à mort. Le Shah avait une police politique, la SAVAK. La SAVAK pratiquait la torture, de même que la République islamique pratique la torture à grande échelle. Et quand je disais tout à l'heure que les manifestants n'avaient pas peur de mourir, mais peur d'aller en prison, c'est parce qu'en prison, eh bien, on coupe, enfin, on peut leur arracher les ongles, on peut les mettre à l'isolement dans une cellule minuscule avec un néon aveuglant 24 heures sur 24 qui finit par les priver de sommeil et par les rendre fous. Ils appellent ça la torture blanche. Un certain nombre de filles sont violées. On raconte même que des filles réclament la pilule pour en plus ne pas tomber enceinte de leur bourreau, que certains viols sont filmés et que quand les filles sont relâchées de prison, eh bien on les menace de dévoiler les vidéos sur Internet. Donc la torture est une réalité en Iran, pas seulement dans des prisons qui ont pignon sur rue, pas seulement dans la prison d'Evin, que les Iraniens appellent d'ailleurs l'université d'Evin parce que l'intelligentsia iranienne y est enfermée, mais aussi dans des centres de détention clandestins, dans des garages transformés en centre de détention, en centre de torture. Mais ça, peut-être dans une moindre mesure, mais ça existait déjà et ça a été dénoncé sous le régime du Shah. Et d'ailleurs, la torture est presque une longue tradition dans l'histoire iranienne, puisque la plupart, enfin, il y a eu beaucoup de Shahs qui ont été cruels, despotiques et qui vraiment... Enfin, on est toujours étonné par le degré de raffinement et d'imagination de l'homme pour torturer son prochain. Alors, le récit marque aussi par son humilité, puisque vous observez, sans prétendre à une analyse radicale ou définitive, certains personnages sont même ambivalents, comme Yassine, que vous croisez au hasard de la route, qui est fervent partisan du gouvernement, c'est d'ailleurs le seul dans le livre, et Sosie de Salman Rushdie, dites-vous, mais que vous trouvez quand même sympathique. De la même manière, vous dites que, enfin, vous essayez de poser des points d'équilibre dans la perception des choses en disant, par exemple, que cette révolte est aussi due à la situation économique qui est catastrophique dans le pays et à la fluctuation en yo-yo de la monnaie locale. Donc, de cette manière-là, vous introduisez aussi des analyses au fil de la route qui permettent de relativiser. C'est véritablement votre perception au jour le jour qui a évolué. Oui. De toute façon, certains ont parlé de révolution iranienne. Je ne sais pas si on peut parler de révolution, puisque une révolution, par définition, c'est une insurrection qui réussit. Tandis qu'une révolte est une insurrection qui échoue. Donc il est peut-être un peu prématuré de parler de révolution. Pour l'instant, pour moi, lorsque je parle d'une vague de soulèvements successifs qui aspirent à être qualifiés un jour de révolution. Et il me semble, en tout cas si on examine l'histoire des révolutions, que la revendication pour davantage de liberté n'aboutit que si elle est liée à une situation économique périlleuse. Et l'une des raisons pour laquelle advient la Révolution française, c'est parce que les femmes marchent sur Versailles en août 1789
parce qu'on ne trouve plus de farine à Paris, parce qu'on n'a plus de pain et que le peuple a faim. Et j'ai rencontré des gens en Iran qui descendaient dans la rue, qui manifestaient, qui n'étaient pas... Enfin, que la question du voile pour eux était accessoire, la question des libertés, évidemment, était importante, mais elle était quand même accessoire. Et la première raison pour laquelle ils descendaient dans la rue, c'était parce que... j'ai rencontré un jeune homme, il avait envie de s'acheter une nouvelle voiture, il en avait marre de sa vieille bagnole qui n'avançait plus. Et il gagnait trop peu pour pouvoir se payer la voiture qu'il avait envie de s'acheter. Évidemment, il y a des revendications sociales, mais il y a aussi la situation économique qui est vraiment problématique. Et vous m'avez posé une autre question juste avant, qui était... Non, je vous ai parlé des personnages ambivalents, ah oui, c'est ça. Et Yassine. Et je n'ai jamais rencontré un peuple aussi défiant à l'égard de son régime. Et j'ai rencontré en réalité, je n'ai rencontré qu'un seul Iranien qui était en faveur du régime. Alors, je suis pas idiot. Je sais bien que les pro-régime sont moins enclins à venir me parler à un étranger que ceux qui sont contre le régime. Mais néanmoins, je pense que le fait que je n'en ai rencontré qu'un seul dit quelque chose. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais cela dit quelque chose. Et ce Yassine, je l'ai rencontré alors que je faisais du stop entre Kashan et Ispahan. Il m'a pris en stop. J'ai tout de suite deviné son obédience politique, puisqu'il y avait sur son rétroviseur un pendentif représentant le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et puis, tout de suite, la conversation s'est engagée. C'était un ancien prof de biologie à la retraite, qui était vraiment un brave type, qui était un bon citoyen, qui s'arrêtait pour ramasser les bouteilles en plastique au bord de la route, qui me parlait de ses filles avec beaucoup d'amour, qui regrettait qu'elles ne portent pas le tchador, elles ne portaient simplement qu'un simple voile, et il le regrettait, mais qui en même temps avait l'air de sincèrement les aimer, qui aimait sa femme, qui a insisté pour faire un détour parce qu'il fallait absolument que je voie un village à Biané qui méritait d'être vu, et qui, lorsque je lui ai proposé une poignée de tomans pour le dédommager de ses frais kilométriques, les a refusés vraiment avec beaucoup de générosité. Et ça serait plus simple, évidemment, de décrire les zélateurs du régime comme des monstres sanguinaires qui jouent aux billes avec les yeux des opposants politiques, mais ça n'est pas le cas. Et je crois que... Enfin, ça n'est pas toujours le cas, en tout cas. Et je crois que... Oui, vous savez, une des définitions que je préfère de la littérature, c'est celle que donne William Faulkner. Il dit que écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur d'une forêt en pleine nuit. Vous craquez une allumette au cœur d'une forêt en pleine nuit, et tout à coup, eh bien, vous mesurez combien il y a d'obscurité partout. Et il dit que la littérature ne sert pas à mieux voir, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et moi, je trouve ça fascinant, à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Eh bien, le voyage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne voyagez pas pour vous rincer l'œil de nouveaux paysages. Vous voyagez pour en revenir avec des yeux différents, pour en revenir avec un regard beaucoup plus aiguisé, ou en tout cas beaucoup moins émoussé par la succession des jours passés au même endroit, pour en revenir avec un regard qui est accoutumé à l'épaisseur de l'ombre, c'est-à-dire au réel dans tout ce qu'il a de plus complexe. Et si vous voyagez simplement pour faire des paysages, vous ne faites pas un voyage, vous faites du tourisme. Ça n'est pas la même chose. Et donc, l'une des vertus, en tout cas, de ce voyage, c'était justement de mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et votre regard s'aiguise également lorsque vous partez au Baloutchistan, qui est un peu une terre, tous les Iraniens vous disent surtout ne pas aller là-bas, c'est la terra non grata, et vous arrivez à Zaidan, et vous découvrez finalement un nouveau visage de la contestation du régime, un nouveau visage aussi de sa répression vis-à-vis des Baloutchis. Et finalement, à la question économique, à la question des libertés, se superpose la question éminemment religieuse et territoriale de cette étape de votre voyage. Une de mes grande, une chose que j'ai trouvée assez étonnante, c'est que finalement en Iran, on peut pratiquer la religion qu'on veut. Il existe à Téhéran des synagogues. Moi j'étais très étonné, je ne savais pas qu'il y avait des synagogues à Téhéran. Il existe
à Ispahan une magnifique cathédrale. Il y a à Yazd des temples zoroastriens. Et puis il y a évidemment des mosquées partout, des mosquées chiites. Eh bien, à Ispahan, il n'y a pas de mosquée sunnite. Et en fait, la seule religion qu'il est difficile de pratiquer, c'est l'islam sunnite. Et le Baloutchistan, qui est une province enclavée, qui est à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan, qui est donc un lieu de trafic, qui est un lieu de contrebande, qui est une province sunnite, est l'une des provinces, et peut-être même la province, qui est la plus réprimée par la République islamique. Fin septembre, à Zahedan, un vendredi, à la fin de la prière, des fidèles sont allés protester devant un poste de police. C'était quelques jours après la mort de Mahsa Amini, et ils ne sont pas allés protester parce que Mahsa Amini était morte, mais simplement parce qu'une jeune sunnite s'était fait violer dans une ville non loin de Zahedan par le chef de la police locale, qui lui-même était un chiite. Ils sont venus protester devant le commissariat. Et la foule a grossi, les policiers sont montés sur le toit, et ils ont tiré dans la foule. 93 morts en une journée, le vendredi sanglant. C'était le 30 septembre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'ai rencontré des habitants là-bas qui m'ont dit « Mais vous vous rendez compte, si une chose pareille s'était passée à Berlin, ou à Rome, ou à Paris, ou à Washington, tous les médias du monde entier en auraient fait leur une. Pendant des semaines et des semaines, on en aurait parlé. Ici, on est oublié, on n'en parle pas, le pouvoir nous réprime, et personne n'en parle. » Moi, je ne savais pas que le Baloutchistan avait été réprimé de cette manière. Et la seule chose que je savais sur le Baloutchistan, c'est qu'il ne fallait pas y aller. Tous les Iraniens me disaient « N'allez pas au Baloutchistan ». Et depuis des décennies, les Iraniens nous vous disent « N'allez pas au Baloutchistan ». Et pourquoi ils vous disent ça ? J'ai lu un récit de voyage de Paul Theroux dans les années 70, qui fait part à un employé de l'ambassade de Grande-Bretagne, je crois, de son idée d'aller au Baloutchistan. Et l'autre lui dit surtout n'allez pas au Baloutchistan, c'est dangereux, c'est dangereux. Et Paul Theroux renonce à y aller. Alors moi, pendant un moment, je me suis posé la question, parce que le voyage de Bouvier en Iran se termine au Baloutchistan, après il passe au Pakistan. Et j'étais pas sûr, pendant que j'étais en train de faire mon voyage, à mesure qu'on me disait n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, je me posais vraiment la question si je n'allais pas rebrousser chemin à partir de Kerman. Et finalement, j'ai rencontré, il y avait très peu d'étrangers, mais j'ai rencontré un couple, un Suisse qui était marié à une Cambodgienne, qui faisait un tour du monde depuis des années, qui avait une voiture avec plus de 400 000 km au compteur, et qui m'ont dit, nous, on va traverser le Baloutchistan rapidement, et si tu veux, on peut te déposer à Zahedan. Donc j'ai accepté, je suis allé avec eux, je suis resté à Zahedan, j'ai été accueilli chez l'habitant, j'y suis resté quelques jours, et ça a été assez merveilleux de découvrir, alors que tout le monde me disait n'allez pas au Baloutchistan, les Baloutches m'ont dit bienvenue au Baloutchistan. Et les gens étaient, comme partout ailleurs en Iran, très hospitaliers, très curieux et heureux de voir des étrangers qui poussaient jusque-là. Il y avait je ne sais plus ta question, c'était ça. Ça. D'ailleurs, à la lecture du livre, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de touristes qui sillonnent l'Iran. Oui, alors très peu. Hein. Oui. Enfin, il y en a quand même, on aurait pu s'attendre à... Non, bien sûr, il y en avait quelques-uns, mais là encore, c'était pas vraiment c'est pas ce que j'appelle des touristes. C'est-à-dire qu'il y avait en tout cas, je n'ai rencontré personne qui était là pour 2 semaines et qui allait faire le tour d'Iran un peu express comme on le fait normalement, où on va voir Téhéran, Ispahan, Shiraz et Persépolis, quoi, qui est un peu le tour un peu classique. Il y avait des voyageurs, et surtout des voyageurs qui avaient commencé leur voyage en fait avant la mort de Mahsa Amini, et qui donc, une fois qu'ils étaient en Iran, se sont dit bon bah on va y rester et puis on en partira quand on aura envie d'en partir. Mais il y en avait vraiment très très peu, et la plupart de ceux que j'ai rencontrés étaient suisses. Alors pourquoi ? C'est une question que je me pose. Sans doute parce que la Suisse est un pays neutre.
Et puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le gouvernement suisse ne les avait pas mis en garde comme les gouvernements comme les autres gouvernements de l'Union européenne avaient pu mettre en garde leurs concitoyens. Et il se trouve qu'il n'y avait aucun détenu suisse dans les geôles iraniennes, parce qu'il y avait quand même une cinquantaine d'étrangers qui étaient détenus. Il y avait des Français. Et il y a 7 Français qui étaient détenus. Et qui ont été, pour la plupart, enfin même sans doute tous, arrêtés et détenus de manière totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'ils trouvent un motif pour vous détenir. Ils pratiquent, le régime de la République islamique pratique une diplomatie des otages et ils vous font passer pour des espions simplement. Il y a un Français qui était condamné à 7 ou 9 ans de prison, Benjamin Brière, pour avoir fait voler un drone au milieu du désert. Et ils l'ont fait passer pour un espion. Le type, ça fait plusieurs années comme ça qu'il est en prison. Et donc, évidemment, ça a refroidi ça a refroidi les ardeurs des étrangers qui voulaient voyager en Iran, sauf des Suisses. Alors, au-delà du fait qu'il y a quand même des voyageurs, on ne va pas les appeler touristes en Iran, ce qui peut peut-être quand même un peu étonner, vous tordez le cou à un certain nombre d'idées reçues dans ce livre, et notamment, encore une fois, à l'occasion d'une scène extrêmement cocasse qui se déroule pendant le mondial, puisque vous êtes en Iran à cette période-là. Vous tordez le cou à cette idée de la détestation des Américains par la population iranienne. Il y a cette scène du match de foot qui oppose les USA à l'Iran, et dont la conclusion vous étonne beaucoup. Vous allez nous le raconter? Oui, c'était étonnant parce que moi je croyais vraiment que le peuple iranien détestait les États-Unis d'Amérique. Pas du tout. Ils apprennent l'anglais en regardant les Simpsons et Friends. Ils portent des Nike et une casquette. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une casquette New York Yankees et ils regardent les films d'Hollywood et ils n'ont rien contre le peuple américain. Plus contre le gouvernement américain, mais les Américains eux-mêmes, bon. Et ce qui était étonnant, donc il y a eu ce fameux match entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique pendant la Coupe du Monde, et c'était un match important puisque le vainqueur se qualifiait pour les huitièmes de finale. Et jamais l'Iran ne s'est qualifié pour les phases finales, enfin pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et moi j'étais à Kerman à ce moment-là, et je cherchais un endroit. Je me suis dit, il doit bien y avoir un écran géant quelque part sur la place la plus importante de la ville, où je vais pouvoir regarder le match et communier avec le peuple iranien en cas de victoire de l'équipe d'Iran. Non seulement il n'y avait pas d'écran géant, mais en plus toute la ville était bouclée, il y avait des voitures de police partout, parce qu'évidemment le régime ne voulait pas que le match soit le prétexte de manifestations. Donc il n'y avait pas un chat dans les rues, et je m'apprête à rentrer dans mon auberge de jeunesse, et je vois un bar où les gens fument le narguilé. Enfin, un bar, il n'y a pas d'alcool, hein, mais comment on dirait, un café. Un café, ouais, un café, mais bon, une sorte de fumerie de narguilé. Et le patron avait tendu comme ça un drap sur lequel il projetait le match. Et donc je rentre, et il y avait seulement 2 personnes qui regardaient le match, et quand les Américains ont ouvert le score, eh bien, les 2 Iraniens se sont levés et ont applaudi, ont exulté. J'étais étonné, je suis allé les voir et ils m'ont dit qu'effectivement ils étaient d'ordinaire pour l'Iran, mais pas là, pas dans ces circonstances, parce que les joueurs de l'équipe nationale d'Iran avaient accepté de serrer la main de Raisi, le Premier ministre, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde et au plus fort de la répression, alors que des dizaines et des dizaines de manifestants tombaient sous les balles. Et donc, évidemment, ils étaient contents que les États-Unis remportent ce match et que l'Iran ne se qualifie pas. Autre fait surprenant. Et à la fin, pardon, j'ajoute un dernier truc. À la fin, le patron du bar a sorti une bouteille d'arak, qui est un alcool local, comme ça, fait maison, d'une cachette, et il a rempli nos verres et il a soulevé son verre à la victoire, à la défaite de l'Iran. C'était une surprise, en tout cas à la lecture de votre récit, mais une autre surprise, c'est l'espèce de code moral et social, le Taharov. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette espèce de... C'est un système de code de politesse en Iran qui peut peut-être un peu décontenancer non le touriste, mais le voyageur justement qui se confronte à la population. Il peut y avoir des situations un peu délicates. Oui, le Taharov, c'est un code de politesse non écrit qui régit les interactions de la vie en société en Iran.
apprendre, enfin maîtriser les codes du Tarof et l'apprentissage d'une vie tout entière. Et alors, pour vous donner un exemple, si un chauffeur de taxi vous prend dans son taxi, moi il m'est arrivé plusieurs fois que les chauffeurs de taxi me prennent dans leur taxi, et au terme de la course, alors que je leur tendais une poignée enfin que je leur donnais les tomans pour payer la course, me disent « Ah non, mais c'était un honneur de recevoir un étranger dans mon taxi. Et puis de toute façon, c'était une petite course, vraiment c'est pour moi. Et moi, j'ai insisté pour les payer. Ils me disaient non, vraiment, ne me payez pas. Et j'insistais. Et puis finalement, je finissais par laisser l'argent sur la banquette. Parce que je savais que si je ne les payais pas, ensuite, ils allaient maudire ma famille sur 7 générations. Et en fait, le Tarof, certains considèrent que c'est une politesse poussée à l'extrême, c'est-à-dire la politesse poussée à son raffinement le plus délicat. D'autres considèrent que c'est une forme d'hypocrisie, parce que, par exemple, si vous vous trouvez dans une queue comme ça devant un guichet de banque, eh bien, la personne qui vous précède va systématiquement vous proposer de prendre sa place, de passer devant elle, même si elle ne pense pas, même si elle n'a pas du tout envie que vous passiez devant elle. Donc, la politesse, le Tarof, exige que vous commenciez par refuser. Vous dites non, mais vraiment, je ne suis pas pressé. Et l'autre personne vous répond non, mais moi, je suis encore moins pressé que vous. Alors vous dites non, mais vraiment, je m'en voudrais de vous prendre votre place. Et elle vous dit non, mais que j'aille en enfer et que Dieu me punisse si jamais je ne me le... Et chacun s'échange comme ça des salam alek pendant 5 et 10 minutes, au terme desquels personne n'a changé ça. Enfin, les places n'ont pas été interverties, les apparences sont sauves et les codes du Tarof ont été respectés. Et il y a beaucoup d'Iraniens, par exemple, qui vous invitent à dormir chez eux. Et alors vous comprenez après, vous arrivez dans une ville et vous disent quel est votre hôtel? Vous dites je sais pas, j'en ai pas encore. Mais viens dormir chez moi. Et en fait vous comprenez après, ils vous disent bon, c'est petit, mais en se serrant, on peut y arriver. Ou bon, ma fille est très malade, mais c'est pas grave, on portera des masques. Voilà, donc ils essayent ensuite de vous faire comprendre que finalement vous n'êtes pas tellement le bienvenu. Alors, parmi les personnages que vous croisez au hasard de la route, et il y en a énormément, il y a beaucoup de figures attachantes, intéressantes, il y a un certain nombre d'Afghans, et notamment un jeune apprenti mollah qui a une façon un petit peu particulière, mais en tout cas très codifiée, de considérer les relations amoureuses temporaires. Oui, j'ai croisé beaucoup d'Afghans, et la raison pour laquelle, outre le fait que c'est un pays frontalier de l'Iran et que les talibans sont aujourd'hui au pouvoir et qu'il y a beaucoup d'Afghans qui quittent leur pays, ce que j'ai appris sur place, c'est que les Afghans, s'ils veulent avoir un visa pour l'Europe ou pour les États-Unis, ils sont obligés d'aller le demander soit au Pakistan, soit en Iran, parce qu'il n'y a plus de représentation étrangère en Afghanistan. Et donc, ils doivent aller dans les ambassades qui se trouvent à Téhéran ou qui se trouvent au Pakistan. Et donc, il y en a beaucoup qui viennent en Iran pour essayer d'obtenir des visas. Et puis, ça, c'était à Yazd, qui est l'une des plus vieilles villes du monde, par laquelle d'ailleurs est passé Marco Polo. Et à Yazd, je rencontre un jeune mollah qui est un Afghan de la minorité Hazara, et qui était quelqu'un d'assez étonnant et qui m'expliquait qu'il avait une copine qui elle-même vivait à Londres, mais qu'il ne se privait pas d'avoir des relations sexuelles en dehors de sa concubine, mais que tout ça a été fait selon les règles les plus strictes de l'islam chiite, puisqu'il contractait un sighet. Qu'est-ce que c'est qu'un sighet? C'est un mariage temporaire qui peut durer quelques heures ou même quelques années, que vous accorde un dignitaire religieux pour avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Sauf que lui-même étant un mollah, il s'accordait à lui-même le droit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc j'ai trouvé que c'était une merveilleuse souplesse de la morale chiite et un petit fond d'hypocrisie aussi. J'avais terminé là. Ah bon, d'accord. Et à travers ce périple iranien, vous allez également un peu comme une forme de pèlerinage sur la tombe de la martyre Mahsa Amini. Et vous évoquez également le culte très puissant du martyr en Iran, puisque
c'était l'élément déclencheur de la révolte contre la République islamique, ça a été le lynchage au sens propre du terme de Mahsa Amini, et le fait qu'il y a une martyrologie, il y a vraiment une histoire des martyrs en Iran, qui va du premier imam chiite Ali jusqu'au martyr de la guerre Iran-Irak, et qui vraiment un culte du martyr qui est très visible même de ville en ville. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce de filiation avec les martyrs qui ont porté toute l'histoire de l'Iran. Ça, c'est vraiment très frappant. Le régime de la République islamique s'est consolidé autour des martyrs. Très rapidement, après l'avènement de la République islamique, il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a duré 8 ans et qui a fait à peu près 500 000 morts du côté iranien et 500 000 morts du côté irakien. Et tous les morts, et c'était de très jeunes garçons, très jeunes, qui avaient 12, 13, 14, 15 ans, qui souvent étaient issus des classes les plus pauvres de la société, et pour qui mourir en martyr contre l'Irak de Saddam était un chemin pavé de roses, quoi, qui aspirait à ça, évidemment au terme d'un lavage de cerveau. Et vraiment, dans toutes les villes iraniennes, il y a les portraits de ces shahedas, de ces martyrs, le culte des martyrs, et la République islamique a été cimentée autour de ce culte des martyrs. Et l'une des raisons pour lesquelles, justement, elle a duré si longtemps, c'est que beaucoup d'Iraniens ont perdu un frère, un fils, un neveu dans ce conflit entre l'Iran et l'Irak. Et beaucoup considéraient, maintenant c'est moins le cas, justement, puisque c'est cette troisième génération qui arrive, que s'opposer à la République islamique, ça serait faire injure à la mémoire des martyrs tombés pendant la guerre Iran-Irak. Et c'est vraiment frappant, dans toutes les villes, partout, vous voyez les portraits de ces très jeunes hommes, les cimetières, enfin il y a des cimetières comme ça, remplis comme nous, nos cimetières de la guerre 14-18 ou 39-45. C'est assez frappant. Moi je me dis que peut-être un jour, on affichera les portraits de Mahsa Amini, en tout cas des martyrs de cette vague de soulèvement suite à sa mort. Alors, il y a aussi, pour introduire une note un petit peu plus légère, un certain nombre de références littéraires dans ce livre. Alors, on a évoqué évidemment Nicolas Bouvier, mais on peut croiser aussi Milan Kundera, Pierre Loti, et aussi, très important, le poète Hafez, qui est le poète national en Iran, dont vous visitez le mausolée à Shiraz. On croise aussi Les Misérables de façon un peu improbable sur une place de Téhéran. Et de façon très très fluide, la littérature est ainsi omniprésente dans le récit jusqu'à la fin, que vous allez nous lire un petit peu plus tard, qui est un magnifique éloge de la poésie. Alors sur cette littérature justement et sur cette importance de la poésie en Iran. Justement sur Kundera, il y a un très beau livre d'Ariane Chemin sur Kundera. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous le recommande. Sur Kundera, j'en parle parce que je cite une phrase de Kundera où il parle de la mémoire poétique. Il explique qu'il doit y avoir dans notre cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. Et moi, je raconte que ce qui restera dans ma mémoire poétique lors de ce voyage en Iran, c'est une scène à laquelle j'ai assisté à Kerman, où j'ai vu dans un restaurant un repas de fiançailles avec une atmosphère assez empesée, beaucoup de femmes en tchador qui étaient là. Et parmi les femmes en tchador, il y avait une jeune femme qui avait entre 25 et 30 ans, qui, elle, ne portait pas de voile. Et il y avait un groupe de musiciens qui s'est mis à faire de la musique. Et en Iran, il est interdit de danser en public. Et d'abord, elle s'est mise à claquer dans les doigts comme ça. Et puis ensuite, elle a frappé dans ses mains. Et à un moment, elle s'est levée et elle a commencé à danser. Et elle tournait comme ça, comme un derviche. Et elle avait de longs cheveux qui flottaient au vent, au nez et à la barbe des tchadors. Et vraiment, j'ai trouvé ça... Vraiment, c'était un moment
très émouvant, un moment assez magnifique. C'est pour ça que je fais référence à Milan Kundera. Et quant à Hafez, qui est le plus grand poète, enfin en tout cas la figure tutélaire de la poésie iranienne, c'est un poète du XIVe siècle, originaire de Shiraz, qui est enterré à Shiraz. Et les Iraniens viennent toujours sur sa tombe avec son recueil de poèmes qui s'appelle le Divan, qu'ils ouvrent sur la tombe de Hafez. Et dans les vers de Hafez, donc dans les vers de ce poète mort il y a plus de 6 siècles, il cherche des réponses aux questions existentielles qu'il se pose. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et Bouvier, déjà, dans l'usage du monde, disait que le peuple iranien était un peuple de poètes. Et d'ailleurs, il avait pris le soin de faire inscrire des vers de Hafez sur la portière droite de sa Fiat Topolino, de sa voiture. Et il raconte que dans bien des cas, ça les a sortis du pétrin. Et il dit que dans les faubourgs de Téhéran, on trouve des malfrats, des criminels qui sont capables de se réciter par cœur des vers de Hafez. Et moi, j'ai voulu voir si c'était la réalité, si tous les Iraniens connaissaient. Et effectivement, tous les Iraniens à qui j'ai posé la question étaient capables de me citer des vers de Hafez, de me citer par cœur des vers de Hafez. Et vous parlez de la littérature, peut-être parler de la vôtre, enfin de votre œuvre naissante, vos 5 ouvrages. On a parlé de l'humour, qui est un dénominateur commun de vos écrits. Mais ce qui est également présent dans ce récit, l'usure d'un monde, mais qui est également présent dans chacun de vos ouvrages, c'est que vous partez systématiquement à chacun de vos écrits sur les traces d'un personnage historique. Alors je ne sais pas si c'est un fil conducteur que vous aviez identifié, mais de Danton en passant par Verlaine et Voltaire pour le dernier roman, en passant par Évariste. Ouais, alors, c'est vrai pour Évariste, c'est vrai pour un certain monsieur Piekelny, qui est un personnage tout à fait, c'est ce que j'avais sur les traces de Romain Gary. Mais pour le dernier roman, pour Mon maître et mon vainqueur, c'est vraiment une histoire d'amour passionnel où j'évoque Verlaine et Rimbaud, et notamment parce que le titre Mon maître et mon vainqueur, c'est tiré d'un vers de Verlaine. Hein. Es-tu brune ou blonde, sont-ils noirs ou bleus tes yeux? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde, mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et donc ça a donné le titre à ce livre. Et puis dedans, je cite notamment l'une des dernières phrases du livre, c'est celle qu'a eue Paul Verlaine quand il a appris la mort d'Arthur Rimbaud. Ça fait 15 ans qu'il ne l'a pas vu, il apprend la mort de Rimbaud et il dit « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre ». Et donc je parle un peu de Verlaine et Rimbaud dans ce livre, mais je pars pas sur leurs traces. Mais c'est vrai que pour tous les autres, hantés en tout cas par un personnage historique, et Bouvier aussi quelque part hante ce beau récit sur l'Iran. Oui. Oui. Alors j'ai pas écrit tant de livres que ça, cela dit, mais Évariste Galois, oui, je voulais absolument raconter son histoire. C'est une vie très romanesque, un mathématicien de génie mort en duel à l'âge de 20 ans. Après avoir passé une dernière nuit à corriger son mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux. Alors toi qui as fait HEC, tu sais peut-être ce que ça veut dire, moi qui ne... Pas forcément, non. Ouais, mais tu as fait une prépa avec des maths, j'imagine. Moi, je serais bien en peine de vous expliquer les mathématiques d'Évariste. Et qui meurt le lendemain en duel, dans les bras de son frère. Enfin, il meurt en duel. On lui tire, il meurt 24 heures plus tard à l'hôpital Cochin, dans les bras de son frère, après lui avoir dit cette dernière phrase, « Ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. » Franchement, quand vous lisez une dernière phrase comme ça, vous avez envie d'en faire un roman. Et puis, un certain monsieur Piekelny, c'était ce personnage évoqué par Romain Gary dans La Promesse de l'Aube, parce que vous savez, j'imagine que vous êtes très nombreux à avoir lu La Promesse de l'Aube. Romain Gary raconte dans La Promesse de l'Aube que lorsqu'il vivait à Vilnius, qui à l'époque s'appelait Vilno, qui est cette ville lituanienne où il est né, où il vivait avec sa mère lui assignait un destin. Elle lui disait « Mon fils, tu seras un grand homme, tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, tu seras Victor Hugo, tu seras Gabriele D'Annunzio. » Elle assignait un destin à son fils. Et Gary raconte que tous les habitants de l'immeuble où il habitait se moquaient des prétentions de sa mère, sauf un petit homme qui ressemblait à une souris triste, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac, et qui un jour s'est penché vers le petit Romain, l'a coincé dans la cage d'escalier et lui a dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Je pense que ta mère a raison. Je pense que tu vas devenir quelqu'un d'important.
Alors promets-moi que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno habitait un certain monsieur Piekielny. Et Gary, dans le chapitre 7 de La promesse de l'aube, qui fait 5 pages, raconte cette histoire. Et elle dit que ce monsieur Piekielny est mort pendant la guerre, assassiné par les nazis parce qu'il était juif, ce qui a été le lot commun de 90% des juifs de Vilnius, mais que lui s'est toujours acquitté de sa promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, devant les plus hauts dignitaires et les bâtisseurs pour Milan, à la tribune de l'ONU, à la télévision américaine, face à des millions de téléspectateurs, eh bien, il n'a jamais manqué de faire la mention du nom de ce petit homme. Il n'a jamais manqué de dire à ses interlocuteurs cette phrase qui sans doute leur paraissait mystérieuse. Au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et moi, il y a quelques années, je me suis retrouvé tout à fait par hasard à Vilnius. J'allais à Minsk, au championnat du monde de hockey. Il n'y avait plus de place dans le vol Paris-Minsk, donc j'ai pris un vol Paris-Vilnius. À Vilnius, je me suis fait dérober mon portefeuille. Je n'ai pas pu prendre le train, le temps de récupérer de l'argent. J'avais 9 heures devant moi avant le prochain train. J'ai décidé de me promener dans les rues de cette ville où je n'avais pas prévu de faire escale. Et là, je tombe sur une plaque commémorative. C'était marqué « Ici a vécu Romain Gary, né en 1914 à Vilnius, mort en 1980 à Paris ». Il évoque cet immeuble dans son roman « La promesse de l'aube ». J'étais au numéro 16 de la rue Grande Poulanka et je me souviens de cette phrase que j'avais lue des années plus tôt et je la récite et je me dis mais c'est fascinant que la littérature fasse en sorte qu'un jeune Français, parce que j'étais jeune à l'époque, égaré dans Vilnius, sous la pluie, 70 ans après, prononce à voix haute le nom d'un homme qui aurait dû complètement disparaître, dont on ne devrait plus parler, qui aurait dû être englouti comme ça dans les flots du passé, mais que ni les nazis qui l'ont assassiné, ni le temps qui passe n'ont réussi à faire disparaître parce qu'un écrivain l'a exhumé de l'oubli. Et c'est fascinant, et Ariane Chemin connaît très bien cette histoire, quand Romain Gary se retrouve à Roquebrune-Cap-Martin, dans sa maison. D'ailleurs, ses cendres ont été dispersées comme ça au large de Roquebrune-Cap-Martin, dans la mer Méditerranée. Il se retrouve dans sa maison, et parce qu'il a commencé à écrire La promesse de l'aube alors qu'il était au Mexique, mais il a poursuivi à Roquebrune-Cap-Martin, et qu'il s'apprête à écrire le chapitre 7 de La promesse de l'aube, à écrire le nom de ce monsieur Piekielny. Et à ce moment-là, eh bien, toute l'existence de ce monsieur Piekielny se trouve dans la pointe du stylo de Romain Gary. Eh bien, moi, je trouve ça absolument fascinant. Le peu de moyens que requiert la littérature, c'est-à-dire un stylo, une rame de papier ou alors un ordinateur aujourd'hui, pour parvenir à des fins considérables et faire en sorte qu'à Ajaccio, en Corse, en mai 2023, vous entendiez le nom de ce juif assassiné à Vilnius par les Einsatzgruppen, mort dans une forêt, sans doute, à Ponard, enseveli dans une fosse commune et dont on ne devrait plus parler. Merci, c'était magnifique, magnifique. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Nous allons revenir à l'usure d'un monde et à l'usage du monde avant de passer à la lecture d'un passage de votre livre et aux questions du public. Dans l'usage du monde, on peut lire cette phrase de Nicolas Bouvier « On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Justement, dans quelle mesure ce voyage en Iran vous est-il fait ou défait ? Oui, la phrase précédente, c'est un voyage se suffit à lui-même. Se suffit à lui-même. Il ne tarde. Non, un voyage se passe de motif, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Oui. Dans un autre ouvrage, dans Le Poisson-Scorpion, il dit que le voyage vous rince, vous essore, vous plume. C'est ce qu'il cherche d'ailleurs. Et c'est ce qu'il cherche, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon, on fait du tourisme. Moi, j'ai pas l'impression que ce voyage m'ait défait. Ça n'a pas été une. Mais il a. Mais j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure avec l'histoire d'en revenir avec des yeux différents. Il m'a permis d'avoir une perspective tout à fait différente sur ce qu'était l'Iran, sur ce qu'était la situation en Iran, de ne pas me contenter des témoignages de seconde main
dont nous disposons, parce que, encore une fois, malheureusement, aucun journaliste sur place. Et donc, j'ai pu me faire une idée très précise de ce que c'était. Et surtout, je me suis posé la question de la légitimité. Est-ce que j'avais la légitimité pour parler de l'Iran, moi qui n'y connaissais rien, moi qui n'étais pas iranien, moi qui avais lu très peu de littérature iranienne avant ce voyage. J'ai commencé à en lire justement avant le voyage pour m'y préparer. Mais bon, je suis pas du tout un spécialiste de l'Iran. Je ne le suis d'ailleurs toujours pas. Donc je me contente de décrire ce que j'ai vu le plus justement possible, avec une sensibilité qui m'est propre. Mais je n'ai absolument pas la prétention d'avoir fait un livre définitif sur l'Iran fin 2022. Mais je suis heureux finalement d'avoir pu... je suis très heureux d'avoir pu écrire ce livre et heureux de faire en sorte que l'Iran revienne au cœur de l'actualité en quelque sorte. J'ai la chance d'être pas mal invité dans les médias ces derniers temps, et c'est vrai qu'une actualité une actualité en chasse l'autre. Et on parle un peu moins de l'Iran, et néanmoins il continue à y avoir des manifestations. Tous les vendredis à Zahedan, au Baloutchistan, des milliers de personnes défilent depuis la mosquée Maki. Et les femmes continuent à être réprimées. Et aujourd'hui, ce qu'est en train de faire la République islamique, c'est d'essayer de monter les citoyens les uns contre les autres. Par exemple, moi, quand j'étais à Téhéran, je voyais de nombreuses femmes sans voile dans les cafés. Eh bien, aujourd'hui, ils passent dans les cafés, les sbires du régime, et ils leur expliquent, voilà, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on voit une femme non voilée dans votre café, eh bien, vous allez avoir une amende. Et ce n'est pas une amende symbolique, c'est une amende qui est importante. Et la situation économique étant telle que la plupart des patrons de café ne peuvent pas se permettre, ne peuvent pas courir le risque de prendre une amende qui pourrait faire péricliter leur affaire. Et donc, ce que font la plupart des patrons de café, c'est de demander aux femmes de se voiler à nouveau pour éviter d'avoir à payer une amende. Vous voyez ? Et donc, il y en a que ça énerve et ça monte les citoyens les uns contre les autres. Donc, ils sont très forts pour essayer de revenir à un statu quo ante. Et néanmoins, je pense que ce serait très difficile quand même pour la République islamique de revenir à une situation avant la mort de Mahsa Amini. Donc voilà, il me semblait important de pouvoir témoigner de tout ça. Et ce n'est pas une marque de fausse humilité, mais ce livre a été assez facile à écrire finalement, contrairement à un roman, et je l'ai écrit très vite, contrairement à mes romans qui me prennent beaucoup de temps. Je ne suis pas du tout accoutumé à cet exercice d'écriture. Si je l'écris aussi vite, c'est parce que finalement, je suis un peu le greffier du courage du peuple iranien et de la jeunesse iranienne. D'ailleurs, quand je suis parti, je n'avais pas prévu d'écrire un livre, je voulais en faire quelques articles. Et j'avais tellement au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que j'avais tellement de choses à raconter, je prenais tellement de notes, que très vite, je me suis dit que j'allais en tirer un récit. Eh bien, pour clore notre bel échange, peut-être un passage de votre récit, justement. Oui, alors je vous disais tout à l'heure que j'avais rencontré cette Firouzeh en haut du mont Sofé et qu'elle me disait qu'elle se préparait à la prison en apprenant des poèmes. Et je termine le livre justement en expliquant. Donc je suis en train de rentrer, je pars du Kurdistan. J'écris « Le bus cheminait à travers le Kurdistan et je pensais à ce que m'avait dit Firouzeh au mont Sofé, à sa peur non pas de la mort mais de la prison et à la façon qu'elle avait de s'y préparer en apprenant des poèmes. Des dizaines, des centaines de poèmes qu'elle apprenait par cœur, au cas où. Si un jour elle se faisait arrêter, on aurait beau l'enfermer, l'entasser dans une cellule avec des dizaines d'autres ou la mettre à l'isolement. On aurait beau la priver de nourriture et de sommeil, l'injurier, la tabasser, la violer. Il y a une petite chose qui constituait la part irréductible de son être, et que rien ni personne, ni la peur, ni les mollahs, ni les gardiens ne pourraient jamais lui ôter. Les poèmes qu'elle connaissait par cœur et qu'elle se réciterait, en attendant la mort ou peut-être, enfin, la liberté. Merci. Merci. Merci à vous. Bien sûr. Écoutez les
rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau il plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au boulot, la bacadée du sommeil. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.